Bonjour à tous, bienvenue à Franchise Expo Paris. C'est avec plaisir que je vous vois si nombreux dans la salle pour clôturer cette première journée. Et j'ai vraiment le privilège d'accueillir Kelly Massol, fondatrice de la marque Les Secrets de Loli. Et vous la connaissez sûrement en tant que jurée de Qui veut être mon associé. Bonjour Kelly. Bonjour, merci de l'invitation. Eh ben, merci de l'avoir accepté. C'est vraiment avec plaisir que je vous accueille sur la scène de l'Agora et que l'on va passer une petite heure ensemble. On laissera un temps de questions-réponses à la fin, mais vous êtes très nombreux, donc je pense qu'on ne pourra pas forcément répondre à tous. Mais n'hésitez pas à lever la main à la fin de la session pour qu'on puisse répondre à vos questions. Et petite précision, Kelly sera en séance de dédicace à l'issue de la conférence, juste à la sortie de l'Agora. Alors commençons, allons-y. Kelly, vous avez fondé Les Secrets de Loli en 2009. Vous avez débuté en confectionnant vos produits capillaires dans votre cuisine. Et aujourd'hui, votre marque est la marque de référence sur les cheveux texturés. Donc vous allez nous raconter comment vous en êtes venu à cette belle success story. Et pour commencer, on le disait, vous avez entrepris, mais vous n'étiez pas destiné à entreprendre. Vous n'êtes pas issu d'une famille d'entrepreneurs. Vous n'avez pas forcément des modèles d'entrepreneurs dans votre entourage. Qu'est-ce qui vous a donné le déclic, de passer le cap et de monter votre entreprise ? En fait, ce que je pense, c'est que le mot entrepreneur est un mot aujourd'hui qui est un peu galvaudé. Des entrepreneurs, en fait, on en a tous autour de nous, des gens à leur compte, des gens qui travaillent au quotidien, que ce soit des artisans ou autres. Pour moi, ce sont des entrepreneurs. Et donc, à partir du moment où j'ai trouvé une passion, en fait, et que j'ai réussi à la convertir en business, c'est à ce moment-là, en fait, que je suis devenue entrepreneur, mais sans même mettre l'étiquette entrepreneur dessus. Tout le monde, en fait, peut se lever un matin et dire « je suis entrepreneur ». Et encore plus, en fait, à la période donc, de l'année 2009, où la particularité, c'était que c'était la naissance, en fait, de l'année de l'auto-entreprise. Le statut d'auto-entrepreneur a été créé en 2008-2009. Et donc, c'est un petit peu ce qui, moi, en fait, m'a poussé et m'a facilité, finalement, pour avoir ce déclic en me disant « moi, je vais essayer, je vais m'immatriculer et puis je vais me lancer, en fait ». Votre parcours montre que tout est possible dans l'entrepreneuriat. On l'a dit, vous avez débuté dans votre cuisine avec 1 500 € en poche, sans savoir que ça allait prendre cette ampleur-là. Finalement, est-ce que vous diriez qu'entreprendre, c'est uniquement de l'envie et de l'huile de coude ? Alors, c'est de l'envie, de l'huile de coude, beaucoup de travail, effectivement. Et c'est aussi une certaine naïveté, une certaine candeur. Parce que quand on se lance, en fait, on ne voit pas éventuellement tous les problèmes à résoudre. Et j'ai envie de dire que le plus longtemps on garde en fait ce côté-là, cette candeur-là et cette naïveté, plus longtemps on dure. Parce qu'on connaît tous des entrepreneurs blasés à qui on pose une question sur un business model et qui vous répondent « non mais ça on a déjà fait, ça on a déjà vu ». Donc, le plus longtemps, en fait, on garde cette énergie, en fait, super positive de vouloir découvrir, abattre des murs et de se retrouver devant des montagnes en se disant c'est pas grave, je commence demain. Ou bien je commence tout de suite, je m'y mets, je lève mes manches et j'y vais. Le plus longtemps possible, en fait, on garde les pieds sur terre, mais à la fois cette envie, en fait, de manger, entre guillemets, le gâteau. Et bien, en fait, je pense que c'est là où on arrive à faire des belles réussites. Et quand on regarde derrière soi, c'est à ce moment-là qu'on se rend compte de ce qu'on a réalisé. Justement, quand on se développe, que l'entreprise prend de l'ampleur, comment on conserve cette naïveté et cette candeur en tant qu'entrepreneur ? En voulant constamment évoluer, en gardant aussi les pieds sur terre, en restant connecté en fait à plusieurs choses et notamment en fait à pourquoi on a démarré. Bien souvent, les entrepreneurs oublient à un moment, se perdent sur le chemin et font que des emmerdements. Et ne font plus en fait ce pourquoi ils excellent, à l'origine, ce pourquoi ils se sont lancés. On a tous quelque chose qui nous pousse à se lancer en se disant « moi je vais le faire parce que je m'en sens capable ». Et à force, avec le poids administratif effectivement de la France, avec tout ce qu'il faut faire, vous devez penser à l'URSSAF, après vous devez penser à votre comptable, après vous devez penser aux impôts, après vous devez penser… Et en fait, finalement, vous passez votre vie à éteindre des feux comme un pompier, mais en fait, vous oubliez de faire le pourquoi vous vous êtes lancé. Donc, ce qui est hyper important, au bout d'un moment, c'est que si vous faites beaucoup moins ce qui vous a fait démarrer à l'origine, ça veut dire que vous devez déléguer. Ça veut dire que vous devez exporter finalement ça pour pouvoir conserver en fait ce qui vous anime depuis le début.
Je vois trop d'entrepreneurs s'éteindre au fur et à mesure du temps parce qu'ils croulent sous plein de choses. Et en fait, ce n'est pas ces choses-là qui font qu'ils ont créé leur boîte à l'origine. Donc en fait, on se perd sur le chemin. On est noyé dans un océan de sollicitations où on se dit mais attends, il faut que je fasse de la com. Et puis il faut pas que j'oublie de faire mes impôts. Et puis il faut pas que j'oublie de commencer à faire du personal branding. En fait, il y a trop de choses. Je pense qu'il faut rester focus sur ce qu'on fait le mieux. Et ensuite, s'entourer de personnes qui, eux, ont leur excellence dans les choses où vous êtes moins bon. Est-ce que c'est compliqué de déléguer? À quel moment, vous avez pris le déclic de dire « je dois laisser la main sur certaines choses sur lesquelles je maîtrise peut-être pas », mais voilà, est-ce que ça a été compliqué pour vous de prendre du recul sur ces questions-là? Sincèrement, ça n'a pas été compliqué parce que je l'ai appris à la dure. C'est-à-dire qu'à force de vouloir tout faire, un jour, je suis tombée dans ma salle de bain. J'étais jeune maman. J'avais eu 2 enfants qui ont moins de 15 mois d'écart. Et donc, un matin, mon corps, il m'a dit « Non, mais c'est mort, sold out, c'est fini, il n'y a plus de réserve. » Et donc, ce jour-là, malgré moi, malgré que j'avais commencé à constituer une petite équipe de 5 personnes, donc il y avait moi et 5 autres personnes, eh bien, en fait, mon directeur général a dû prendre le relais dans l'urgence. Et là, il a coupé, il a dit, c'est clair, maintenant, je te fais un rapport tous les soirs et basta. Tu sauras juste ce qui s'est passé et à la fin de la semaine, je viens te voir, on prend 2 heures et on descend les points pour que j'attaque la semaine d'après. Et donc, je l'ai appris à la dure, malgré moi, mais une fois qu'on lâche prise une première fois, en fait, c'est très simple parce qu'on voit tout de suite qu'on est beaucoup plus efficace et beaucoup plus efficient, qu'on prend plus de recul sur son business et qu'on prend des meilleures décisions lorsqu'on prend de la hauteur dans son business. Revenons un peu au début de votre parcours. Quand vous avez lancé Les Secrets de Loli, vous étiez salarié et vous avez monté votre auto-entreprise en parallèle. J'imagine que ce n'est pas simple. Quelles sont les difficultés auxquelles vous avez été confronté à ce moment-là en gérant les 2 vies professionnelles que vous aviez et comment vous les avez surmontées justement? Le plus difficile, en fait, finalement, c'est de changer son mindset donc, entre le statut d'employé et le statut d'entrepreneur, puis ensuite celui de chef d'entreprise. Parce que quand on est entrepreneur et qu'on se gère tout seul, ça passe. Savoir se gérer, ça va. Mais quand on doit rentrer dans les relations humaines, c'est beaucoup plus difficile. Et donc, le switch, en fait, c'est plusieurs switches et plusieurs étapes. La première, c'est quand j'étais employée, je comptais les heures. Tous les employés, quand ils ne font pas quelque chose pour lequel ils sont vraiment destinés, ils comptent les heures et ils n'attendent que le moment où ils vont être en off pour faire des choses qui leur plaisent. Et donc moi, à ce moment-là, dès que j'avais du temps libre, je me concentrais en fait sur mon auto-entreprise, sur apprendre à faire mon site internet, apprendre à faire une page Instagram, apprendre à mettre mes produits en valeur, commencer à rechercher des distributeurs, etc. etc. Je vous cache pas que ça n'a pas été facile parce que mon ancien employeur, alias la Sécurité sociale, c'est un employeur qui n'aime pas voir les gens épanouis. Je vous le dis comme ça, je vais me faire huer, mais en vrai de vrai, on veut que vous fassiez votre travail, on va vous donner quelques gouttes et quelques miettes, moins de 7% d'augmentation par an maximale, c'est-à-dire 7 points en vrai d'augmentation, c'est-à-dire l'équivalent de 50 € par an, d'augmentation par mois. Et puis, éventuellement, vous allez avoir et bénéficier du CE et du 1% patronal avec un appartement. Donc, en fait, c'est des gouttes qu'on vous met pour pouvoir vous tenir le plus longtemps possible. Il y a des gens qui font carrière et je leur tire mon chapeau, notamment des gens qui font 15 ans, 20 ans ou 25 ans à la sécurité sociale. Mais en vrai, on est bridés. La seule chose qu'on nous autorisait, c'était des choses artistiques. Donc en gros, si je poussais la chansonnette, si je dansais en string sur scène, oui, effectivement, j'avais le droit d'avoir une seconde activité. Par contre, si je voulais, et pour moi à l'époque c'était considéré dans ma tête comme de l'art, si je voulais faire de la savonnerie à froid, donc de la saponification à froid, qui est une méthode qui est déposée et maintenant artisanale et reconnue, eh bien, j'étais vue comme la traite de la sécurité sociale qui avait un emploi sur le côté et qui trahissait ses collègues alors que je faisais mon même nombre d'heures. Donc pendant très longtemps, j'ai travaillé 35 heures à la sécurité sociale donc, le matin et ensuite j'ouvrais ma petite boutique à partir de l'année 2010, fin d'année 2010, tous les après-midi, donc je travaillais 70 heures par semaine. Et j'ai fait ça pendant un peu plus d'1 an, et ma santé, bien sûr, me l'a fait payer, mais j'ai fait ça pendant un peu plus d'1 an. Et en fait, au bout d'un moment, vous vous rendez compte qu'en faisant votre passion et en gagnant en plus de l'argent, en faisant quelque chose qu'on aime tous les jours, croyez-moi, vous n'allez pas rester longtemps.
J'ai fui vite. Il y a un moment, j'ai droppé. Et j'ai pris en fait ma voie parce que je me suis rendu compte que l'épanouissement qu'on ressent quand on fait quelque chose qu'on aime, c'est juste incroyable. C'est un véritable accomplissement de se dire je me lève, c'est moi mon propre patron, c'est mes propres horaires. Si j'ai envie de travailler 70 heures, je le fais. Si j'ai pas envie de travailler cette semaine, je ne le fais pas. Mais par contre, je fais quelque chose que j'aime tous les jours. À quel moment le déclic s'est fait de passer à 100% sur les secrets de Loli? Ça s'est fait à partir du moment où, en l'espace d'une semaine, je faisais l'équivalent de mon mois de salariat à la sécurité sociale. Je ne pouvais pas, je gagnais 1 700 € par mois, je travaillais 39 heures par semaine. J'avais quelqu'un qui osait me dire que éventuellement j'avais pris 3 minutes de pause de plus ou de moins. Non, c'était impossible pour moi. La charge mentale salariale, elle n'était pas faite pour moi. Par contre, je pouvais abattre 70 heures par semaine à mon travail. Ça me faisait ni chaud ni froid quand j'avais mon activité sur le côté. Donc, en fait, le déclic a été qu'au bout de 3 mois, quand j'ai vu que l'argent en fait rentrait et que je gagnais plus que mon salaire, je me suis dit non, mais en fait, je ne suis pas venue pour souffrir, il faut que ça s'arrête. Justement, quel conseil vous donneriez aux entrepreneurs qui sont dans la salle et qui hésitent encore à passer le cap, qui sont salariés? Cette question financière joue beaucoup pour pouvoir passer le cap. Quels sont les conseils que vous leur donneriez aujourd'hui? Moi, ce que je dirais, c'est de le faire étape par étape. Au bout d'un moment, ce qu'on fait, c'est qu'on négocie un mi-temps, tout simplement. On négocie un mi-temps. On voit quand on travaille un mi-temps sur le côté, si justement on arrive à récupérer l'équivalent de son salaire. À partir du moment où à mi-temps, vous récupérez l'équivalent de votre salaire, c'est le moment de fuir, c'est le moment de prendre votre envol et de sauter le pas. J'ai toujours dit, et je le dis encore aujourd'hui, j'ai toujours dit que si demain je devais retourner dans le salariat, je le ferais. D'accord? C'est-à-dire que demain, on me dit, tiens une boutique, sois vendeuse, sois conseillère clientèle, reprends la téléphonie et sois de nouveau téléconseillère. Je suis excellente vendeuse par téléphone. Et je le ferai. Et je sais que c'est une pause ponctuelle qui va me permettre de me recentrer sur moi-même, qui va me permettre aussi de m'imposer un rythme bien plus équilibré que celui que j'ai en tant qu'entrepreneur. Ce serait juste reculer pour mieux sauter, pour pouvoir repartir sur un nouveau projet. Alors, vous avez un parcours de vie qui n'est pas des plus classiques. Dans votre livre « Boss Énergie, la puissance de croire en soi », vous revenez longuement sur votre adolescence et sur ce qui vous a forgé en tant qu'entrepreneur. Et vous avez pris une décision à l'adolescence qui est quand même très forte. Vous avez demandé à être placé en famille d'accueil. Quel impact a eu cette décision sur votre vie d'entrepreneur? Est-ce que vous diriez que ça a forgé un peu votre parcours entrepreneurial et vous a permis de vous affirmer dans cet univers? Non, ce que je dirais, c'est que déjà, j'ai mis beaucoup de temps avant de parler de cette étape dans ma vie où, effectivement, à l'âge de 13 ans, quand j'étais en dernière année de collège, en troisième, j'ai demandé à être placée en famille d'accueil et non pas en foyer. Parce que j'avais déjà dans ma tête un plan stratégique pour éviter, effectivement, d'être placée en foyer et d'être laissée à moi-même. Je dirais que c'est plutôt l'instant qui a fait basculer ma vie dans le moment où je me rends compte qu'il n'y a que moi qui suis maître de mes décisions et que moi qui ai de l'impact sur les décisions que je prends et que c'est moi et uniquement moi qui peut guider en fait mon chemin de vie. Ça a plutôt été ça. Donc la séparation en fait avec ma mère à l'époque, elle s'est faite, sincèrement, l'assistante sociale, elle a dit j'ai jamais vu un placement aussi rapide parce que j'ai été placée en l'équivalent d'un mois. Ma mère a signé immédiatement les papiers et on a mis environ 3 semaines à me trouver une famille d'accueil. Donc, c'est juste le moment où, dans ma vie, je me suis dit, je ne veux que personne décide pour moi-même, que ce soit mes parents ou que ce soit quelqu'un d'autre. Et s'il y a bien quelque chose, en fait, l'impact que ça a, c'est que aujourd'hui, je ne laisserai jamais personne décider pour moi-même. Je ne serai jamais la victime de quelqu'un. Et je ne pleurerai jamais sur une décision que j'ai prise où je me suis viandée. C'est-à-dire, c'est moi qui ai pris la décision, je peux faire le reproche à personne. Et ça, c'est hyper important parce que quand on prend son envol, quand on décide en fait d'être maître de sa vie et maître de son chemin, c'est terrible parce que au moins on sait que c'est uniquement soi
C'est uniquement en fait moi qui ai pris cette décision-là et les autres n'ont pas d'impact sur moi. Ça me permet en fait de continuer à être un rouleau compresseur et de continuer à aller tout droit. Si je me viande, si je me plante, mais je ne peux en vouloir qu'à moi-même. Parce que c'est terrible, vous savez, de grandir, c'est terrible d'évoluer dans la vie et de se dire « oui, mais j'ai pas eu les bons parents, oui, mais j'ai pas eu la bonne école, oui, mais j'ai pas eu les bons copains, oui, mais j'ai pas grandi dans la bonne zone géographique. » Au fait, au bout d'un moment, il faut mettre ça de côté et de se dire « ok, la seule personne maître du bateau qui va choisir la destination, c'est moi. » Et du coup, c'est une pression qu'on se met sur les épaules et que je me suis mise sur les épaules très jeune, mais j'ai pas de regret parce qu'en fait, à la fin en fait, du chemin, eh ben, en fait, c'est moi et uniquement moi. Et je peux me regarder dans la glace chaque matin. Quel est votre rapport à l'échec, justement? Parce que vous dites, toutes les décisions, si je les ai prises, même si c'est une erreur, c'est pas grave, je l'assume. Mais quel est votre rapport à l'échec? Est-ce qu'il y a eu une erreur dans votre parcours avec les secrets de Loli qui est à noter? Alors, ça va paraître très, très prétentieux. D'accord? Moi, j'ai eu qu'une seule boîte et elle a fonctionné. Donc, je ne connais pas encore l'échec entrepreneurial. Encore. Est-ce que sur le parcours, j'ai tout fait parfaitement? Absolument pas. Ça, c'est hyper important. Est-ce que j'ai beaucoup appris sur le chemin? Oui, j'ai beaucoup fait de test and learn. Mais s'il y a un truc que j'ai raté, entre guillemets, c'est les fois où je n'ai pas écouté mon instinct. Quand je me suis laissée influencer en me disant, ça peut être un salarié, un employé ou aller faire un deal avec un prestataire, et que j'hésitais, mais je l'ai fait quand même. Non pas parce que je me suis écoutée moi et que j'en étais sûre, mais que je l'ai fait parce que quelqu'un à côté m'a dit, on devrait le faire, non, tu verras, ça va bien se passer. À chaque fois que quelqu'un m'a dit que ça allait bien se passer, bim, il y a eu un truc. Mais justement, on dit que dans l'entrepreneuriat, il faut se faire accompagner, quand même écouter les autres autour de soi. Donc, comment trouver le juste milieu et où situer le curseur à un moment donné entre j'écoute ce qu'on me dit, notamment mes équipes, mon bras droit, mais je suis aussi mon instinct? Alors, c'est une excellente question et elle est limite piège. Alors, il y a des gens que vous payez pour leur expertise et leur excellence. Si vous embauchez quelqu'un et que vous lui dites à 90% non à chaque fois, franchement, déjà, vous dévalorisez son travail. 2, mais vous la payez pourquoi? Si vous ne l'écoutez pas, prenez son salaire et gardez-le pour vous. Donc, il n'y a aucun intérêt. Donc, j'ai envie de dire que les postes à responsabilité, les gens, en fait, doivent vous vendre effectivement pourquoi ils iraient dans une direction plutôt que dans l'autre. Et à la fin, quand vous n'êtes vraiment pas sûr, c'est à ce moment-là que vous pouvez vous conforter en vous disant « je l'ai recruté pour son expertise, donc je vais l'écouter ». Donc oui, on peut écouter les gens. C'est important de rester connecté, d'entendre, parfois de revoir le plan, d'accord, un petit peu, d'améliorer, d'arrondir les angles. Mais il est très important de ne pas écouter des gens qui n'ont pas l'expérience. J'ai tendance à dire, quand vous allez chez le dentiste, vous ne lui demandez pas une baguette. Et vice-versa. Donc, en fait, c'est hyper important. Quelqu'un qui vous dit, que la personne ait réussi ou pas, mais quelqu'un qui a eu une expérience et qui vous raconte cette expérience-là, vous l'intégrez et ensuite vous processez à votre façon. D'accord? C'est pas parce que j'ai pas eu d'échec que je vais jamais en avoir. C'est pas parce que lui, il a eu un échec que je ne peux pas l'écouter. Mais j'écoute, j'intègre et j'adapte. Mais c'est pas pour ça que tout d'un coup, je vais changer ma cutie et dire « Ah ben non, finalement, il a raison, on arrête là ». Parce que si on fait ça, eh ben finalement, on est drivé en fait par les yeux des autres, par les barrières mentales des autres aussi. Moi, quand j'ai dit dans ma cuisine, quand je fabriquais mon premier produit et que je dis ouais, plus tard, je veux une marque qui soit vendue chez Sephora, chez Monoprix, partout en France et dans le monde. Et puis, je veux prendre des parts de marché à L'Oréal. Vous pensez vraiment que les gens m'ont pris au sérieux? Absolument pas. Même des gens qui m'aiment de mon entourage, ils me regardaient, ils m'ont pris pour une folle. Mais il faut voir grand dans l'entrepreneuriat, il faut avoir des ambitions. Il faut voir grand, oui, mais il faut garder les pieds sur terre. Il faut avoir la tête dans les nuages et les pieds sur terre. C'est-à-dire qu'il faut avoir la vision, prendre beaucoup de hauteur, mais par contre, il faut arrêter de rêver et mettre les mains dans le cambouis.
au-delà de l'écoute de votre entourage, dans votre livre, vous soulignez un point important, c'est l'importance des rencontres. Vous citez à de nombreuses reprises le soutien et l'importance de votre oncle Marc Vingo dans votre réussite. Pourquoi est-ce si important d'être entouré, mais aussi d'écouter les autres, même quand on veut suivre son instinct? Je pense que c'est important d'être entouré de gens qui veulent vous voir réussir. On a tous quelqu'un dans notre entourage qui, quand vous lui parlez de ses projets, vous dit oui, mais tu sais, ça marche pour les autres, mais pour toi, je ne sais pas, c'est compliqué, à ta place, je ne l'aurais pas fait. N'écoutez pas cette personne. Ça, c'est sûr. Il faut avoir des gens qui n'ont pas vos caresses dans le sens du poil, d'accord, mais qui ont l'intelligence émotionnelle de vous dire, ok, tu as la vision, mais je pense qu'il faut peut-être voir ça sous un autre angle, voir ça différemment. Mais il faut que ces personnes-là aient envie de vous voir briller et réussir, et parfois, même plus qu'eux-mêmes. Ça, c'est hyper important. Moi, j'adore voir mes amis réussir. J'adore voir mes amis briller. Je suis la première cheerleader de mes potes. Voilà, vous allez m'entendre crier plus qu'eux. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, c'est des amis comme ça que vous voulez. Vous ne voulez pas des autres. Je vous assure, vous ne voulez pas des autres. Vous ne voulez pas ceux qui... Je vous donne un exemple. Je ne suis pas sûre que je l'ai raconté dans le livre. Mais je connaissais une fille avec qui je me sentais liée et j'étais persuadée qu'on allait tout arriver chacun dans notre domaine ensemble, d'arriver le plus loin possible. Et puis je me rappellerai toujours, le jour de mon anniversaire, la fille est montée sur scène, a allumé la musique, a pris le micro et en fait, vous savez, elle ne voulait pas me mettre en lumière, elle voulait la lumière. Et en fait, ce sont des personnes comme ça qui sont à côté de vous et qui veulent aspirer votre lumière. La lumière, ça se partage. La lumière, on n'a pas besoin de prendre celle des autres, voyez, pour pouvoir la rediriger sur nous. Et en fait, en faisant briller d'autres personnes, vous vous rendez compte en fait que ce sont les vases communicants. Moi, je suis autant épanouie lorsque je peux aider des gens de mon entourage. Et donc, ça m'emmène vers ce chemin, entre guillemets, qui est l'investissement, que quand la lumière est sur moi. Moi, j'aime bien être dans le monde, j'aime bien être la cheerleader de l'ombre. Mais en vrai de vrai, je déjeune avec des concurrentes, j'envoie des textos et je donne des conseils à des gens qui sont dans mon entourage, concurrents ou pas. Et c'est hyper important parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on avance plus loin. Et c'est comme ça qu'un jour, vous aurez un souci et vous allez envoyer un SMS et la personne dit « Bouge pas, j'arrive, je vais t'aider ». Justement, dans le livre, vous pointez un élément clé, c'est que votre oncle vous a donné un conseil clé pour le développement de la marque Les Secrets de Loli, notamment d'aller rencontrer un acteur clé de la distribution des produits capillaires. Vous ne vouliez pas aller rencontrer cette personne. Finalement, il arrive à vous convaincre. Est-ce que vous pouvez nous raconter pourquoi vous étiez si réfractaire à aller voir cette personne et comment votre oncle vous a convaincu et surtout quel impact ce conseil a eu sur le développement de la marque? Alors, il y a un acteur en fait qui était majeur et qui faisait plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires et qui avait énormément de boutiques en France et à l'international. Premier importateur de produits en Afrique, de produits cosmétiques, qui s'appelait MGC. MGC, c'était donc un distributeur qui vendait notamment dans le quartier de Château-Rouge, qui est un quartier que j'apprécie pas parce qu'on vend beaucoup de produits de défrisage et aussi beaucoup de produits de basse qualité et de produits qui altèrent la peau et les cheveux, notamment des personnes afrodescendantes. Et dans ce quartier-là, ils avaient énormément de boutiques. Et un jour, j'ai reçu un email en fait, du directeur des magasins. Il y en avait 17, il me semble, à l'époque. MGC qui me dit « Bonjour, j'aimerais vous rencontrer parce qu'on aimerait revendre vos produits. » La première chose que j'ai dit, c'est « Bonjour, va te faire voir ailleurs si j'y suis. » Et donc, mon oncle passe au magasin et puis je lui dis « Ah, bah, tu sais quoi ?» J'en rigole, toute fière de moi. Et je lui dis « Tu sais quoi ? J'ai reçu un mail de MGC. Alors là, s'il y a bien une boutique ou une boîte où j'ai pas envie d'avoir le moindre contact avec ces gens-là, c'est bien eux. » Et il me dit, c'est combien de magasins? Je lui dis, c'est 17. Et il me dit, c'est qui le contact? Je lui dis, c'est le directeur des magasins. Et là, il me dit, non, tu vas y aller. Je lui dis, non, je vais pas y aller. Il me dit, si, tu vas y aller. J'ai dit, mais tu rêves. Et donc, on s'est disputé ce jour-là. Parce que ça, je ne l'ai pas raconté dans le livre en détail. On se dispute ce jour-là et je finis par claquer la porte en disant, mais tu te prends pour qui? Je suis majeure et vaccinée, d'accord? J'ai 7 employés et c'est toi qui vas commencer à me dire ce que je dois faire et ce que je ne veux pas faire.
Et il m'a regardé dans les yeux et je me suis sentie mais une pisseuse, vraiment. Vous savez, je me suis sentie infantilisée et c'est pour ça que je me suis énervée. Parce que je me dis, attends, j'ai 30 ans, j'avais 31 ans, je crois. J'ai 31 ans, c'est bon, la petite fille, c'est bon, c'est terminé. Et il me dit, regarde-moi bien, écoutez-moi bien, jeune fille. Il m'a vouvoyé. Ça, c'est ce que font les Antillais quand ils sont énervés. Il m'a dit, écoutez-moi bien, jeune fille. Vous allez vous asseoir, vous allez écouter et uniquement après, vous allez prendre votre décision. Et moi, j'ai claqué la porte de ma boutique, j'ai dit, tu verras, on verra. La nuit porte conseil. Finalement, j'envoie un message parce que je me sens un petit peu... J'envoie un message, je dis, OK, je veux bien vous rencontrer. Mais par contre, voilà, c'est telle heure, tel jour, etc. Et donc, je vais au rendez-vous et je rencontre un certain monsieur en chemise blanche, un peu bedonnant, légèrement grisonnant. Il n'était pas encore grisonnant à l'époque, avec ses petites lunettes. Et il me dit, bonjour, je m'appelle Franck Braillard, je suis le directeur des 17 magasins. Et on voudrait vous revendre. Je dis oui. Et je lui dis, excusez-moi, mais ça ne correspond pas trop aux produits que vous vendez actuellement. Vous vendez, voilà les produits de merde, monsieur. Il me dit, je sais. Et c'est pour ça qu'on veut vous vendre. Je le regarde, je fais quoi? Il me dit, bah voilà, nous, on a envie de faire mieux et on pense que vous êtes la marque qui va nous permettre finalement de switcher, de vendre des produits de meilleure qualité et on a une grande confiance en vos produits et on pense que c'est vous qui allez pouvoir nous aider à changer notre mode de distribution et de choisir des meilleurs produits. Bon, d'accord. Alors j'écoute et là, il me dit, ce sera à vos conditions, votre prix, comme vous voulez. Et là, je lui dis, bah, écoutez, je veux les 3 premières commandes payables d'avance, 3 000 € minimum, et les autres commandes, c'est 50% d'acompte. Et puis, je veux aussi l'intégralité des 17 boutiques, d'accord, tout au même moment, avec mes produits en facing, et puis les affiches. Je me dis, plus je vais en rajouter, plus il va me dire, mais elle est tarée, celle-là. Il a dit, oui, quoi d'autre? Et là, je me suis retrouvée piégée à mon propre jeu. Et donc, en sortant de là, je lui ai dit, bah, je vais réfléchir. Et en sortant de là, bah, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Je lui ai dit oui. Et là, on écoute quoi? L'instinct ou le conseil de l'oncle qui nous a donné quand même un très bon conseil? Les deux. On écoute l'argent, déjà. Et ensuite, la façon dont il l'a fait, en me déroulant une sorte de tapis rouge, en me disant, mais en fait, on veut mieux faire et donc c'est ta marque qui va nous permettre. Je me suis dit, je vais peut-être pouvoir avoir de l'impact et finalement, au lieu de rentrer en frontal avec eux, je vais peut-être pouvoir, vous savez, m'incruster et de par l'intérieur, essayer de faire changer les choses. Et puis, donc finalement, Franck Braillard et moi, on a travaillé pendant 2 ans. Il a quitté l'entreprise MGC et 3 ans plus tard, c'était devenu le directeur général de ma boîte. Conseil clé, donc. Ce qui frappe aussi dans votre parcours, on l'a dit, c'est l'instinct entrepreneurial, je vais y arriver, pardon, mais aussi le sens du timing. Est-ce que vous diriez qu'en entrepreneuriat, il y a aussi une question de chance? Est-ce qu'il faut créer sa chance? Si oui, comment on fait? L'entrepreneuriat, ce n'est pas une question de chance, c'est une question d'opportunité. C'est une question que si tu restes toute la journée assise derrière ton ordinateur, à jamais te lancer, à jamais sortir. Alors, je n'ai pas dit qu'il fallait aller dans les réunions d'entrepreneurs et de cocktails et de réseautage. Je n'ai pas dit ça. Ce que je dis, c'est que si tu ne sors jamais de ton prisme, tu ne peux pas, les opportunités ne peuvent pas venir à toi. Si tu ne discutes pas avec d'autres personnes, tu ne peux pas améliorer en fait ton projet, tu ne peux pas améliorer en fait ta vision. Donc en fait, ce n'est pas une question de chance, c'est une question d'opportunité. Plus tu vas confronter ton idée aux autres, plus tu iras à la rencontre du monde, plus les opportunités viendront à toi. Parce que tu auras rencontré un tel qui a rencontré un tel qui va penser à toi parce que finalement, elle connaît la nouvelle acheteuse de chez Naturalia. Parce que finalement, elle connaît par exemple un patron d'usine qui peut effectivement te rendre service. Et donc en fait, c'est comme ça que le cercle en fait s'agrandit. Et les gens ont tendance à dire, mais pourquoi toujours Kelly? Pourquoi toujours elle et pas nous? Mais parce qu'en fait, vous devez saisir les opportunités, mais vous devez les provoquer, en fait. Il y a un point essentiel dans l'entrepreneuriat. Vous l'avez dit, on passe de salarié à entrepreneur et à chef d'entreprise. Dans la posture de chef d'entreprise, il y a aussi la question essentielle du management et du recrutement. Tous les candidats à la franchise qui viennent sur le salon aujourd'hui vont être à un moment donné confrontés à cette problématique du recrutement. Est-ce que vous auriez un conseil? Parce que j'imagine
que vous avez fait des erreurs en recrutement, vous avez fait des erreurs en management, comme tout chef d'entreprise. Mais est-ce qu'il y a un conseil clé peut-être à donner? Alors, des erreurs de management, j'en ai fait. Et j'ai regretté ensuite parce que je n'avais pas suivi mon instinct. Voilà. On en revient. On en revient. Et donc, s'il y a bien un truc que j'ai compris, c'est que mon excellence, elle n'était pas là. Mon excellence, elle n'est pas sur savoir identifier la bonne personne, parce que parfois, vous savez, les gens, ils appuient sur le bon bouton, et puis finalement, vous leur dites, OK, tu commences demain. Donc, il faut faire attention à ça. Donc, en fait, moi, j'ai mis un filtre et un barrage. C'était mon directeur général qui, comme il a eu 17 magasins à gérer, c'était le seul directeur général, et désolé, hein, mais c'était la seule personne que je connaissais que quand il licenciait quelqu'un, les gens le prenaient dans ses bras et l'embrassaient. Je n'ai jamais vu ça. Enfin, si, il y a des gens qui sont excellents. Et en fait, c'est une relation qui se termine et puis qui donne lieu sur autre chose. Et peut-être qu'on va se croiser dans 3 ans. Et donc, dans ma boîte, il y a beaucoup de personnes, enfin, non, il y a quelques personnes qui sont parties, mais toutes les personnes qui sont parties, on est partis en se faisant des câlins. Donc, mais ça, je pense que c'est parce qu'au quotidien, par exemple, dans le management, en fait, je considère les gens et j'essaie de leur parler comme moi, on aimerait me parler. Moi, j'ai créé ma boîte parce que je ne voulais pas être traitée comme j'étais traitée à la sécurité sociale. Donc, en fait, j'ai un leitmotiv, et d'ailleurs, je l'ai écrit sur la première page de mon livre, c'est « Ne fais pas aux autres ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse ». Et donc, je considère donc mes salariés et j'essaie de ne pas reproduire ce qu'on m'a fait durant ma carrière de salarié. Donc, j'essaie d'être à l'écoute, j'essaie d'arrondir les angles, j'essaie parfois de les guider, de les écouter. Et parfois même, je les pousse vers la sortie, non pas parce qu'ils ne sont pas bons dans ce qu'ils font, mais parce qu'ils ne sont pas forcément épanouis et que leur place, en fait, elle est temporaire chez moi. Et donc, toutes les personnes qui ont quitté mon entreprise jusqu'à maintenant, quasiment à 90%, elles sont parties pour se mettre à leur compte. C'est quand même incroyable. Et donc, en partant, pendant leur speech de fin, ils me disent « Tu m'as inspiré, du coup, j'ai créé ma boîte. » Alors, certes, c'est relou, mais voir quelqu'un qui va vers l'épanouissement que je ressens, je suis super heureuse. C'est le plus beau cadeau, finalement. Même si vous perdez un salarié et une belle personne et une personne efficace, c'est le plus beau cadeau d'inspirer les autres. Exactement. Et d'ailleurs, vous avez à cœur aujourd'hui de transmettre votre expérience, notamment via Qui veut être mon associé en investissant. Alors, vous investissez aussi par ailleurs. Et également via votre rôle de présidente du réseau d'entrepreneuriat Les Premières. Pourquoi c'est si important pour vous aujourd'hui, ces rôles-là, de transmettre, d'accompagner les futurs entrepreneurs? C'est important parce que moi, je n'ai pas forcément bénéficié de quelqu'un qui m'a tenu la main. Je n'ai pas forcément bénéficié effectivement d'un mentor. Et donc, l'association Les Premières, c'est une association en fait qui gère, c'est un incubateur qui gère environ 1300 projets à l'année. 1200 femmes qui sont accompagnées ou équipes mixtes qui sont accompagnées donc, pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Moi, j'ai mis 13 ans avant vraiment d'exploser, de rayonner, que ce soit en France ou à l'international, et que ce soit sur Internet ou directement sur mes réseaux de distribution. Et je pense qu'essayer de faire gagner du temps aux gens pour qu'ils accèdent plus vite, finalement, et qu'ils réussissent dans leur entreprise, c'est hyper important parce que la solitude de l'entrepreneur, c'est compliqué. C'est compliqué et c'est à la fois ce qui fait qu'il y en a qui réussissent et qui excellent, et d'autres qui lâchent sur le chemin. Aujourd'hui, on est à la mode de tout le monde peut se lancer, tout le monde peut être entrepreneur. Mais en vrai, être entrepreneur, ça demande énormément de sacrifices. C'est une liberté d'un côté, mais il y a un prix à payer. Et j'essaie d'accompagner en fait dans ce nouveau rôle d'investisseur, dans son nouveau rôle de présidente donc d'incubateur. J'essaie en fait de donner les tips pour que les gens gagnent du temps et qu'ils sachent très vite si l'entrepreneuriat est pour eux ou pas. Parce que je préfère un salarié épanoui qu'un entrepreneur au bout de sa vie. Vous y croyez, vous, au fait que tout le monde peut entreprendre ou il faut des compétences ou un mindset particulier? Tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Il y a des gens qui ne sont pas prêts à faire les sacrifices qui vont avec l'entrepreneuriat. Mais les sacrifices ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Il y a des personnes qui refusent de sacrifier leur famille.
Il y a des personnes qui vont refuser de sacrifier leurs amis. Il y a des gens qui vont refuser d'avoir pendant 1 an, 2 ans, 3 ans des revenus extrêmement médiocres. Il faut bien se rendre compte, et surtout pour les femmes, que les femmes se payent en moyenne 1 700 € lorsqu'elles sont entrepreneurs dans les premières années de démarrage. Elles peuvent gagner mieux leur vie en étant salariées et en travaillant moins. Donc en fait, il faut bien se rendre compte que l'entrepreneuriat, quand ça fonctionne et qu'on rentre dans une certaine sphère, c'est effectivement un plaisir et on peut gagner beaucoup d'argent. Mais si vous faites ça juste pour l'argent, ça ne fonctionnera pas. Par contre, si vous faites ça pour avoir de l'épanouissement personnel, aimer ce que vous faites et puis derrière, éventuellement, pouvoir dire merde et pouvoir dire non sans avoir la charge mentale salariale, oui, c'est fait pour vous. Un mot sur l'entrepreneuriat féminin. Justement, on le voit, de plus en plus de femmes veulent entreprendre, mais encore elles sont trop nombreuses encore à vouloir hésiter à passer le cap. 33%, je crois à peu près, de femmes entrepreneurs. Non. On est à 17%. Ouais, ok. Et en franchise, on est plutôt bon parce qu'on est à 46% de franchises qui sont tenues par des femmes. Donc la parité n'y est pas, mais on s'en approche. Comment vous avez fait pour vous imposer dans ce milieu qui est encore très masculin? Et quelle est votre vision de l'entrepreneuriat féminin aujourd'hui? Ce que je dirais, c'est que les femmes ont cette proportion à rêver moins grand ou à se mettre des barrières mentales. Un homme, lorsqu'il se lance, il se dit « je me lance et puis on verra bien comment ça se passe ». Alors qu'une femme aura tendance à dire « ok, mais alors attends, alors il y a les enfants, et puis comment je vais faire pour les études des enfants, et puis comment je vais faire par rapport à ceci, et puis comment je vais faire par rapport à cela ». Et en fait, elles vont être plus réfléchies. L'avantage, et ça c'est les statistiques qui le disent, c'est que les femmes ont des entreprises plus rentables que les hommes et qui durent plus longtemps. D'accord ? Donc c'est deux visions différentes. Je pense que les femmes sont faites pour être chefs d'entreprise parce qu'elles ont l'habitude de gérer beaucoup de dossiers à la fois, surtout quand elles sont mères. D'accord ? Moi je pense qu'il faut être honnête. D'accord ? Que ce soit homme ou femme, en vrai, on peut tout avoir. On peut tout avoir. L'argent, la famille, la femme la femme ou le bon mari, on peut tout avoir, d'accord ? Mais on ne peut pas tout avoir en même temps. Et je sais que ça va choquer, je sais que ça surprend, je sais que ce n'est pas ce qu'on a envie d'entendre, mais en fait, on ne peut pas être là à 100% en même temps sur tous les dossiers. Et quand on a intégré cette information-là, on sait qu'aujourd'hui, ce week-end, je vais être à 100% avec mes enfants, mais par contre, je suis désolée, je vais refuser une conférence, je vais refuser de travailler sur un dossier. Je suis à 100% ou à 80% avec mes enfants et je vais être à 20% sur d'autres dossiers. Et en fait, cet équilibre-là, qui n'est pas un équilibre, mais quand on l'accepte et qu'on le digère, en fait, tout se passe bien à la fin. Petite interlude. Justement, est-ce que vous avez pris conscience de ça tout de suite ou ça a mis du temps de prendre ce recul-là? Ça s'apprend à la dure. Et donc, je suis ravie de pouvoir transmettre l'information dorénavant. En fait, j'ai mis du temps à l'apprendre. Je l'ai appris à la dure, je l'ai appris dans le sang et dans les larmes, je vous le dis. Mais je l'ai appris parce qu'il y a des personnes qui ne l'apprennent jamais, qui font des burn-out, qui tombent au combat et qui se disent je ne suis pas une bonne mère, je ne suis pas un bon père, je ne suis pas un bon chef d'entreprise et je ne suis pas un bon pote. Et en fait, il faut arrêter de culpabiliser. Ce n'est pas possible. Il suffit juste de se dire cela et il faut juste se dire que plus vous allez y mettre votre cœur, plus vous allez vous détacher en fait de cette pression auquel on vous dit qu'il faut être bon partout et au même moment, en fait, plus en fait vous allez être efficace sur les moments où vous allez vous concentrer en fait sur les différents sujets. Comment éviter l'autocensure quand on est entrepreneur et futur entrepreneur, qu'on veut passer le cap mais qu'on n'y arrive pas, on se met des freins nous-mêmes? Quels conseils vous donneriez pour qu'enfin on passe le cap? Je vais dire une bêtise, mais regardez Trump. Il s'est levé un matin, il a dit « je vais être président », il l'a été. Pourquoi pas vous? En vrai de vrai.
Il y a des gens comme ça qui se lèvent un matin et qui se disent « je vais être président ». Ça nous est arrivé avec notre président actuel. Hein. Le gars, il y a des gens, ils se lèvent, ils se disent « je vais aller gravir l'Everest ». C'était l'Everest ou le Mont Blanc? C'était l'Everest, je crois. Et il se lève un matin, il se dit « je vais faire ça », il met un plan en action et puis il tente. Au pire des cas, d'accord? Si on vise la Lune, on peut tomber dans les étoiles. C'est ce qu'il faut se dire. Une belle comparaison. Merci beaucoup Kelly pour ces plaisir. conseils et ces échanges. On va laisser un peu de temps aux questions dans la salle. Est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent poser une question ou deux à Kelly? Est-ce que vous avez des questions dans la salle? Pas de timidité, s'il vous plaît. Hein. Allô, allô. Oui, vous avez parlé de santé. Quelles sont les astuces que vous mettez en place pour bien ménager votre énergie, pour bien gérer? Comment vous faites pour vous occuper de vous-même? Je vous dis ça, je sors de chez l'ostéo qui vient de me remettre 3 vertèbres en place. J'y étais il y a 1 heure. Je pense que c'est... Alors, vous savez, tout à l'heure, je parlais de l'importance d'être entouré de personnes qui vous veulent du bien. Donc, en fait, quand on a la tête dans le guidon, on ne se rend pas forcément compte qu'on est en train de franchir la limite. Donc, entourez-vous de gens qui veulent votre bien. C'est-à-dire qu'ils vont vous dire, ça suffit en fait. Là, tu es en train de dépasser ta limite. Là, tu es fatigué. Là, voilà. Donc, j'ai beaucoup de chance d'avoir ce genre de personnes autour de moi. Et ensuite, il faut mettre en place des actions. Et en fait, moi, par exemple, les actions, c'est... j'ai des règles. C'est-à-dire, par exemple, l'été, je passe 45 jours avec mes enfants, point barre. Le monde peut s'écrouler, j'ai 45 jours de repos avec mes enfants. Le reste du temps, c'est comme un athlète. C'est-à-dire que là, en fait, aujourd'hui, j'arrive à un moment dans mon entreprise, j'arrive à un moment où mon impact financier est tel, pour la France, entre guillemets, plus de 25 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est quand même pas mal d'impôts à payer, de TVA, etc. Et de l'autre côté, je verse des salaires tous les mois. Donc, en fait, il faut que le capitaine du bateau y tienne. Et donc, en fait, comme pour les athlètes, j'ai une sorte d'équipe pluridisciplinaire autour de moi, de personnes qui m'aident à prendre soin de moi. C'est-à-dire, donc, j'ai une masseuse, j'ai quelqu'un qui fait attention, entre guillemets, et qui me dit, attention, là, il va falloir aller voir le médecin plus régulièrement, et qui me force et qui met dans mon agenda des rendez-vous. Et donc, 2 fois par an, je peux aller chez le dentiste. 2 fois par an, je vais éventuellement voir un psy aussi pour libérer la pression. En plus de moments en fait où j'essaie de relâcher la pression, donc ça va être des de l'acupuncture ou ce genre de choses-là. Et puis aussi il y a des moments tout simplement entre amis qui sont hyper importants et des moments de bouffe en fait. Dès qu'il y a l'occasion d'inviter un client au resto ou quelqu'un que vous aimez bien, profitez-en. Il y a encore les notes de frais qui existent. Bonjour. Bonjour. Au fond. Je m'appelle Ambre, je viens de Martinique et j'aime beaucoup vos produits. Et la semaine dernière, j'ai vu que sur Instagram, vous avez parlé d'une opportunité pour les gens qui viennent d'outre-mer. J'aurais voulu savoir si vous pourriez en parler un peu plus. Alors, ce n'est pas mon opportunité, c'est-à-dire que j'ai posté effectivement sur Instagram. En fait, on est à la recherche de profils dans le cadre d'une émission, en fait. On est à la recherche donc, de différents profils de personnes qui vivent soit en Outre-mer, d'accord, soit qui sont originaires d'Outre-mer et qui sont en métropole, qui ont un projet entrepreneurial qui a déjà démarré. Et si c'est le cas, vous pouvez écrire à attendez, massprods avec un s.com. Vous envoyez une vidéo de présentation de votre idée, de votre projet qui est déjà en cours. Et en fait, on peut vous rappeler éventuellement pour participer à une émission de mentoring qui passera sur Outre-mer la première. Il y avait une autre question. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a un micro. Allez-y. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Edmond Mendy. Je voudrais savoir, entre le moment où vous avez eu la réflexion de lancer votre projet, la préparation et l'action, le temps que vous avez mis pour justement concrétiser le moment du lancement de... 1 mois. 1 mois seulement? 1 mois. 1 mois. Le jour où je me suis levée
et j'ai dit, je veux lancer ma boîte, je veux lancer ma marque. Il s'est passé que j'étais en discussion avec une fille que j'ai rencontrée qui faisait de la savonnerie. Et moi, j'avais envie de faire des produits. Et en fait, on était dans sa cuisine, elle est photographe et graphiste à côté. Et elle voulait lancer une savonnerie. Et donc, à l'époque, je lui avais dit, viens, on s'associe. Toi, tu fais la partie des savons. Moi, je fais les produits. Elle me dit OK. Et finalement, au bout d'une semaine, son mari l'en dissuade. Donc son mari lui dit non, t'es mère de 3 enfants, on vient d'avoir notre 3e bébé, tu ne peux pas faire. Et donc, finalement, elle m'appelle et elle me dit, écoute Kelly, on ne va pas le faire ensemble, mais par contre, je vais continuer à t'aider. Si tu veux, je fais tes photos pour ton site internet et je fais les étiquettes. Et donc, en l'espace de 3 semaines, on shoot toutes les photos, on fait le texte, on fait les étiquettes, je fabrique, j'imprime, je colle les étiquettes et je participe pour la première fois à un marché de Noël qui avait lieu chez June Shop dans le 18e arrondissement, paix à son âme, Anneli. Et donc, je lance la vente cette semaine-là, c'était pendant 10 jours, c'était une foire de 10 jours à Noël, et je lance le site internet à l'issue de la vente à l'issue des 10 jours. On a une autre question juste là. Bonjour. Bonjour. Alors, je suis entrepreneuse depuis 7 ans maintenant et j'arrive à un moment de ma vie où j'aimerais développer mon entreprise et je voulais savoir à quel moment vous vous êtes dit il faut que je me développe au national, à l'international. Quel a été le moment clé ? Il n'y a pas eu de moment clé parce qu'en fait, à partir du moment où tu es une marque omnicanal et qui démarre en ligne, tu livres déjà en France. Tu livres déjà dans l'intégralité de la France. Il y a eu un petit switch, ça a été celui où j'ai quitté ma cuisine pour prendre une boutique dans le 12e arrondissement, rue Coriolis, que j'ai gardée symboliquement. Donc je paie le loyer, mais elle est vide, hein, mais c'est juste une histoire de cœur, où j'ai en fait externalisé mon labo. Et donc j'avais une partie laboratoire et une partie vente et conseil. Et puis donc ça a été mon switch en me disant, je veux un point de vente physique. Ça a été aussi un switch où je me suis dit que j'allais pas ouvrir d'autres boutiques physiques. C'est intéressant ça. Pourquoi, pour le coup ? Pourquoi ? Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que la RH, c'était pas mon fort. Et je me suis rendu compte en fait de l'impact du loyer et surtout à l'époque, je fabriquais à la main et que je pourrais pas être à plusieurs endroits au même moment. L'idée de Secret de Loli au départ, aujourd'hui c'est une marque, mais vous savez, la dernière fois j'ai retrouvé dans mes archives de 2007-2008, mon premier pitch pour moi toute seule où j'avais mis dans un PDF l'idée des Secrets de Loli. Ben, si je vous dis ce que c'est aujourd'hui par rapport à ce que c'était, ça n'a rien à voir sur le plan. J'ai vraiment pas respecté le plan. C'est-à-dire que c'était une entreprise qui, d'un côté, fabriquait à la main, à la demande, les produits cosmétiques pour les clients, d'accord ? Donc, comme un glacier. Et de l'autre côté, il y avait une partie de soins esthétiques où les gens, en fait, on fabriquait le soin et on allait l'appliquer en cabine. Ça n'a strictement rien à voir avec ce que c'est aujourd'hui. Ça pose la question de savoir pivoter son projet. Et c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Lancez votre idée et attendre qu'elle vous revienne comme un boomerang. Elle reviendra enrichie et vous allez l'adapter finalement non seulement en fait au marché et à la vraie vie, en fait, à la réalité. J'ai pivoté. Pourquoi ? J'ai pivoté parce qu'en fait, un produit cosmétique, s'il n'est pas déposé au centre antipoison avant, vous ne pouvez pas le fabriquer. Donc, ça veut dire que toutes les formules doivent être préfaites. Donc, vous ne pouvez pas faire à la demande, sauf si vous intégrez et que vous avez, entre guillemets, 1001 formules déjà prêtes. Donc, ce n'était pas possible. Donc, en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, test and learn, test and learn, test and learn. On avait encore une question ici. Oui, tout à fait. Bonjour, merci beaucoup pour cette magnifique expérience. Moi, j'aimerais juste savoir, par rapport au livre, comment est-ce que l'idée d'écrire ça vous est venue? Et est-ce que c'est un travail que vous pouvez conseiller aux autres entrepreneurs? Quel impact ça a eu aussi sur votre vie? Et dernière petite question, j'espère qu'on peut payer par carte bleue. Merci. Alors, l'idée De faire le livre, d'écrire le livre.
L'idée de faire le livre, elle est arrivée au moment où j'en ai eu marre de voir des légendes urbaines circuler sur Internet. Et au moment où je me suis dit que si demain je me fais tamponner par une voiture, je voudrais laisser un manifeste à mes enfants qui connaissent l'histoire de leur mère, qui connaissent l'histoire des gens en fait, qui ont accompagné leur mère et de pourquoi elle n'était pas là à 100%. Une question. Bonjour, Nathanaël, cofondateur de la marque Ça Chauffe Marcel, une marque de pizzeria. On arrive sur un secteur fortement concurrencé qui est le marché de la pizzeria, qui est le marché de la food. Vous êtes vous aussi arrivé sur un marché très fortement concurrencé. On est un jeune réseau, nous, qui est en voie de développement. On a pris notre premier stand pod 6 mètres carrés cette année, donc on est très content d'être là. Quand on est sur un marché fortement concurrencé, est-ce qu'on se dit finalement que le marché il est galvaudé ou est-ce que, au contraire, on peut vraiment tirer notre épingle du jeu? Croyez bien que si je suis là aujourd'hui, c'est que j'y crois. On peut toujours tirer son épingle du jeu. Je vais vous dire quelque chose. Et ça, c'est pas très agréable à entendre. Mais vous savez, il y a un niveau tel de médiocrité qui fait qu'il vous suffit juste d'être un peu meilleur que quelqu'un d'autre pour y arriver. Donc, ce que j'aime dans la franchise, c'est que vous arrivez à un moment où, si vous êtes excellent dans ce que vous faites, dans l'exécution, vous vous en sortez très bien. D'accord ? Donc, moi, qu'est-ce que j'ai fait? C'était quoi mon point de différenciation? Il y avait déjà des shampoings en supermarché, mais des shampoings de bonne qualité, efficaces, qui fonctionnent, ben, il y en avait un peu moins quand même. Et donc, tout est dans l'exécution. Et si vous retournez sur ce que je vous ai dit au début, c'est que vous êtes le seul à avoir de l'impact sur ce que vous faites. Donc, si vous lancez une franchise et vous êtes excellent dans le timing, dans la tenue du magasin, dans l'accueil client, dans le choix de la bonne matière première, eh bien, vous vous en sortirez et vous excellerez. Parce qu'on reconnaîtra votre travail et parce qu'en fait, vous êtes le seul à avoir un impact sur votre travail. Vous pouvez être dans une zone hyper concurrentielle. Il suffit juste d'être meilleur qu'un autre. Je crois qu'il y a une autre personne qui a un micro. Exactement. Bonjour, merci pour ces échanges. Alors moi, j'avais une question par rapport à l'émission d'M6. Comment êtes-vous arrivé sur l'émission et qu'est-ce que ça vous apporte? Ça, je crois que vous avez poussé des portes pour y arriver. Donc, ça va être très intéressant d'avoir votre réponse. Parce que j'ai eu une lubie un matin et j'ai vu quelques vidéos sur Internet donc de l'émission Qui veut être mon associé. Et j'ai regardé une ou deux émissions, mais je ne voulais pas en regarder plus parce que je ne voulais pas avoir un avis biaisé. J'ai appelé Stéphane, qui est là et qui m'accompagne depuis pas mal d'années sur mes RP. Et je lui dis, Stéphane, j'ai envie de faire l'émission Qui veut être mon associé. Il me dit, hein? Mais ta boîte est déjà lancée. Et je lui dis, non, je vais être juré. Et il me dit, OK, on va faire et on va voir qui est la maison de prod. Et donc, du coup, il me dit, bah, tu sais quoi, on va commencer à rencontrer les jurés. Les jurés, parce que comme ça, on va leur poser des questions directement et on va voir comment ça se passe de l'intérieur. Donc, il m'a fait rencontrer Jean-Pierre Nadir, qui m'a dit, bah, écoute, voilà comment ça se passe, on fait ci, on fait ça. Je lui dis, mais c'est vraiment votre argent, on est d'accord? Il me dit, oui. Et il me dit, on lui dit à la fin, si tu veux, est-ce que tu peux glisser notre nom à la prod? Il me dit, je le ferai. Et il l'a fait. Ensuite, j'ai rencontré donc 2 autres membres des jurés. Et donc, je me suis dit, ouais, c'est vraiment une émission que j'ai envie de faire. Parce que je pense qu'il est important, en fait, aujourd'hui, en France, de montrer quelqu'un qui est parti de très loin et pour qui rien n'était destiné, en fait, de réussir et d'envoyer un message extrêmement positif. Pas uniquement aux femmes, mais aussi aux personnes issues de la diversité, aussi aux personnes autodidactes, et aussi aux personnes qui n'ont pas fait les grandes écoles, et aussi aux personnes qui sont pas nées avec une cuillère en or dans la bouche, que finalement, ça peut être possible en fait d'être sur une émission au prime time et d'avoir une entreprise florissante et aussi de give back au bout d'un moment. C'est très américain, ce moment dans la vie où un entrepreneur a envie de redonner. Et bien en fait, moi, je suis arrivée à ce moment-là parce que je me fais chier toute seule parfois dans ma tour d'argent. Justement, comment vous choisissez sur quelle entreprise investir, que ce soit dans Qui veut être mon associé ou dans d'autres univers? Voilà, comment vous faites le choix de faire une proposition et d'investir dans une entreprise? J'aime les entreprises qui changent le quotidien ou qui facilitent la vie des gens au quotidien.
En fait, vous savez, parfois, ce n'est pas utile d'avoir à inventer quelque chose de nouveau, mais faciliter la vie des gens au quotidien, c'est instinctivement vers ce type d'entreprise que je me dirige. Parce que, en fait, moi, je pense que l'entreprise est vecteur de valeur et créatrice de valeur, et que ce sont les entrepreneurs et les entreprises qui changent le quotidien de la vie des gens. Donc, si j'ai une entreprise ou un porteur de projet qui a un projet qui a du sens, je n'ai pas dit un projet associatif, un projet qui a du sens, qui peut soulager les gens, qui peut aider les gens ou améliorer leur vie au quotidien, eh bien, c'est vers ce type de projet que j'ai tendance à aller. C'est pour ça que j'ai investi à la fois donc, chez l'Artisan du Sublime qui fait des perruques en cheveux naturels pour les femmes qui sont atteintes d'un cancer, tout comme j'ai investi dans My Variation, qui est une boîte qui fait des brosses à dents électriques et qui cartonne aujourd'hui sur Internet et en pharmacie. Il y a une question au fond de la salle. Bonjour Kelly, merci. Bonjour, merci. Je m'appelle Armand. À 19 ans, j'ai commencé à entreprendre dans une ville qui s'appelle Libourne. C'est la ville du Père Noël. Jeune entrepreneur à 19 ans, je me suis levé un matin en me disant que j'allais défendre les Français dans leurs opérations d'achat immobilière en réinventant complètement le modèle. J'ai créé un métier qui n'existe pas, sur une marque qui s'est développée. Et aujourd'hui, je suis le fondateur de la franchise de cette marque-là. Je suis exposant d'ailleurs ici. Et sur la dernière levée de fonds par Business Angel, j'ai atteint les 10 millions de valorisation sans jamais avoir intéressé une banque, ni un fonds, ni personne. J'ai un chiffre d'affaires qui augmente de plus 480% dans un écosystème économique qui est extrêmement compliqué. Et j'ai l'impression que le jeune Armand de Libourne, aujourd'hui, il n'a plus l'entourage nécessaire pour gravir les steps. J'ai l'impression, peut-être naïvement, d'avoir un plafond de verre sur mon entourage, sur mon réseau. Alors, 2 questions. Comment intéresser des fonds et des financiers alors que la conjoncture économique va mal? Et deuxième question, est-ce que je me fais des films sur le fait que j'ai plus l'entourage nécessaire à progresser? Alors là, c'est une des questions les plus intéressantes qu'on m'a jamais posées. Il y a 2 choses. Je vais commencer par la deuxième. La deuxième, c'est pas dans votre tête. Vous avez un plafond de verre. Et je crois que je l'explique dans le livre. Je dis, les personnes qui vous accompagnent au démarrage ne sont pas celles qui vous accompagneront sur la ligne d'arrivée. On veut cette jolie histoire, ce joli conte de fées où les employés de la base finissent à la ligne d'arrivée avec vous. C'est faux, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas parce que si vous devez scaler, vous devez avoir des nouveaux skills. Vous devez avoir une nouvelle vision. Vous devez avoir quelqu'un qui vous apporte du sang neuf. Je ne dis pas qu'il faut éliminer les personnes, mais ces personnes-là tomberont au combat ou sur le chemin, elles iront ailleurs. Parce que la personne qui aime le from scratch, manger avec vous un sandwich dans la voiture en attendant d'aller voir un client, et la personne qui va aller prendre une coupe de champagne dans une banque place Vendôme, c'est pas la même personne. Mais c'est pas la même personne, non pas parce qu'elle ne vaut pas d'aller là-bas, mais parce que ça lui plaît pas d'aller là-bas. Parce qu'elle en a rien à foutre des financiers, parce qu'elle veut pas avoir de discussion politique dans la boîte, parce que ce qu'elle veut, c'est les mains dans le cambouis. Il y a des gens, ce qu'ils aiment, c'est scaler. Ce qu'ils aiment, c'est porter une boîte sur leurs épaules au début. Elles aiment, vous savez, les démarrages, le sale, le dur, les heures, les nuits. Il y a des gens qui sont faits pour ça. Et ces personnes-là, elles vont vous emmener à un certain cap. D'accord ? Et puis ensuite, elles vont aller s'éclater de nouveau ailleurs, vous allez remarquer, dans une boîte du même profil, où elles vont remettre les mains dans le cambouis. Et puis il y a des gens qui arrivent à un stade, qui est un stade mid-cap, ce qu'on appelle mid-cap, et qui vont cette fois-ci vous emporter vers un nouveau stade, d'accord, jusqu'à votre éventuelle sortie à la fin sur la ligne d'arrivée. Et donc c'est normal, mais ça se fait dans le business et ça se fera aussi avec vos amis. Dans votre cercle privé, même si vous aimez les gens de tout votre cœur, vous verrez à la fin que quand vous tournerez la tête à droite, quand vous tournerez la tête à gauche, les gens ne seront plus là. Non pas parce que vous ne les aimez pas, non pas parce qu'ils veulent vous quitter, mais parce que vous n'avez plus la même vision des choses. Il y a des gens que j'adore qui me disent « Mais Kelly, on ne se voit jamais. Mais Kelly, pourquoi on ne se parle plus ?»
Parce que moi, je travaille 90 heures et que toi, tu rentres 35 heures à la fin et que tu aimes ta vie, tu aimes ton confort, mais que moi, j'aime les emmerdes, j'aime jouer le pompier toute la journée. Et donc, je t'aime de tout mon cœur, je te vois à Noël, je te vois aux anniversaires, mais au quotidien, si tu as besoin de moi, tu peux m'appeler. Si tu as un feu à éteindre, tu m'appelles et je serai là dans la minute. Si c'est juste pour savoir si les enfants vont bien et qu'ils ont bien mangé et que finalement, le rhume du petit dernier, c'est pas pour moi parce que c'est pas mon moment, c'est pas au moment où je serai focus. Donc ça, c'était pour faire l'aparté avec le privé. En ce qui concerne les fonds et les financiers, moi, Secret de Loli, avant de faire rentrer un financier, avant d'avoir le moindre financement bancaire, j'ai mis 13 ans. Mais c'est pas parce qu'ils ne veulent pas, ils ne voulaient pas de moi, entre guillemets, mais c'est parce qu'ils ne se sont même pas rendus compte que j'étais là. Parce que ces personnes-là, ils ont une vision du marché, mais ils ont parfois du mal à prendre de la hauteur. Donc en fait, dans leur écosystème, ils se sont rendus compte, oups, mais il y a un marché et on ne l'a pas vu. C'est le cas de L'Oréal aussi. Et donc, vous imaginez bien que si L'Oréal, ils étaient coup-ci, coup-ça sur ce marché-là en France, que ce n'est pas les financiers qui étaient au courant qu'il y avait un marché et qu'il y avait une boîte. Et donc, quand moi, les premiers financiers sont rentrés, j'avais une valorisation à plus de 50 millions d'euros lorsque j'ai fait rentrer mon premier fonds d'investissement. Donc, vous êtes à 10 millions, vous avez encore du temps. Il y a encore 3 questions dans la salle qu'on a visuées. Bonjour Kelly et merci. Où est-ce que vous vous voyez dans 20 ans? À transmettre, à gérer des emmerdes, à travailler 35 heures? Et qu'est-ce que vous voulez laisser comme image dans 20 ans? Alors que certains à cet âge-là peut-être penseront à la retraite ou à autre chose. Mais dans la réalité, comment vous voyez ça? Merci. Je ne sais pas. J'ai tendance à dire que normalement, je suis censée être sur une plage avec un cocktail, mes meilleurs amis qui ont réussi à tenir pendant ces 15 dernières années, 20 dernières années d'entrepreneuriat à mes côtés et à siroter les pieds dans l'eau. Ça, c'est la vision. Mais bon, je pense que je m'emmerderai un petit peu et que j'aurai donc toujours cette carte que j'ai commencé à ouvrir, qui est la carte de l'investissement, qui me permettra en fait de vivre par procuration l'entrepreneuriat que je vis aujourd'hui, en donnant des conseils de temps en temps, en surveillant comme le lait sur le feu, entre guillemets, mes futurs investissements. Et donc voilà, je serai investisseuse, je pense. Transmettre, oui ou non. Mais je sais que vous savez que moi j'ai une goal list et les gens sont toujours choqués de ce que je dis. Donc en fait, j'ai envie que ma marque soit valorisée au milliard, que je sois dedans ou que je ne sois pas dedans. Et puis, je veux une école à mon nom ou une rue à mon nom. Parce qu'en fait, quand je ne serai pas là, je veux que mes enfants, en fait, ils aient un lieu où aller, où se dire que finalement, leur mère, elle a laissé un petit truc derrière. Voilà. Bonjour Kelly. Alexandra Adelaï. Donc moi, j'ai un cabinet, je suis psychologue. Et j'accompagne des personnes qui présentent le trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité. Je t'ai entendu en parler dans certaines émissions et je voulais justement déjà savoir est-ce que c'est vraiment quelque chose qui te concerne toi personnellement et si oui, quel message tu souhaiterais transmettre aux personnes qui ont un TDAH et qui souhaitent entreprendre? Merci. Alors, une chose est sûre, c'est que ça concerne mes 2 fils de 8 ans et 9 ans. Ils sont médicamentés, ils ont ce qu'on appelle un TDAH, donc trouble de l'attention avec hyperactivité motrice. Donc c'est sport, parce qu'ils ont 8 ans et 9 ans, donc c'est compliqué. Je n'ai su que j'étais TDAH que quand j'ai eu mes fils qui ont été diagnostiqués. C'est-à-dire que moi, je ne me repose pas. Je dors, mais quand je me réveille, j'ouvre les yeux. La phrase sur laquelle je me suis endormie, quand j'ouvre les yeux, je me réveille, je la finis. Je n'ai jamais de déconnexion. Mais c'est ce qui me permet de faire 50 choses à la fois. C'est ce qui me permet aussi de... Je dirais aux gens qui ont ce genre de troubles qu'il faut le voir plus comme un super pouvoir que comme un déficit. Parce que quand j'étais petite, on me disait elle ne tenait pas sur sa chaise, elle parle trop. Et vous savez, les gens, ils pensaient que je n'écoutais pas, mais en fait, je sais exactement ce qui est en train de se passer au fond de la salle, vous voyez. Et donc, j'étais moyenne, et quand on m'interrogeait de nouveau, je finissais la phrase du professeur ou je la répétais. C'était easy pour moi. J'ai envie de dire, le trouble de l'attention me permet de faire plus d'heures que tout le monde. Il me permet de traiter des dizaines de sujets par jour et de prendre des dizaines de décisions par jour. Je suis allée au bureau mercredi
Et mercredi, on me dit, ben, finalement, il y a un interview qui s'est annulé. Est-ce que tu peux faire une réunion? Et en fait, la réunion, ils sont malins. Hein. La réunion, il y avait 6 sujets différents. Un développement de produit, une soirée d'influence. Je devais donner mon avis sur comment est-ce qu'on re-shoot tous les packs ou pas pour notre site internet. Est-ce qu'on refait les fiches produits et est-ce qu'on change la couleur de telle chose? Ok, pas de problème. En 40 minutes, j'avais pris toutes ces décisions-là. C'est ça la force, en fait, du trouble de l'attention. C'est de pouvoir gérer des dizaines de sujets en même temps. Et à partir du moment qu'on a compris que c'est juste un mode de fonctionnement et qu'on l'épouse à 100%, eh ben, en fait, moi, j'ai 11 entreprises immatriculées. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Je fais de l'immobilier au Maroc, de l'immobilier au Portugal. J'investis dans des boîtes, je gère 45 salariés, je gère 2 enfants, j'ai une association que je gère qui s'appelle Les Premières. C'est ça, le trouble de l'attention, c'est ça. Il n'y a rien à dire. Ça a été très difficile pendant mes études, mais pour être entrepreneur, c'est magique. Je crois qu'il y a une dernière question au fond de la salle. Bonjour, je suis contente d'être là. Je m'appelle Mariama et dans pas longtemps, je vais créer ma boîte. C'est une marque qui va s'appeler Coptia. Bref, je voudrais savoir quels conseils vous pouvez donner pour une personne qui voudrait convaincre des investisseurs ou des partenaires clés à l'avenir. Arrêtez de vouloir convaincre des investisseurs. Arrêtez. Okay. La seule chose qui parle à un investisseur, c'est comment vous êtes organisé, comment vous avez structuré votre boîte, d'accord? Est-ce que vous avez des personnes clés? Si vous faites tamponner par une voiture, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourra vous remplacer? Parce que ça, c'est hyper important dans une boîte. C'est pour ça qu'on me dit, mais vous déléguez, mais comment vous êtes arrivé? Dites-vous bien que les investisseurs n'aiment pas quand tout repose sur une personne. Je peux vous dire qu'il y a une petite marque. Il y a une marque qui fait du chiffre d'affaires, qui était tellement auto-centrée sur la fondatrice que quand elle a eu une proposition énorme de quelqu'un qui a voulu les racheter, ils ont fait marche arrière parce qu'ils se sont rendus compte que le business, en fait, allait tomber à partir du moment où elle serait sortie de la boîte, ou qu'elle serait tombée enceinte, ou qu'il lui aurait arrivé quelque chose, ou qu'elle aurait fait un bad buzz. Donc faites hyper attention à l'hyper-personnalisation des boîtes. C'est uniquement le produit que vous vendez qui va convaincre. Et encore, l'investisseur, il ne va pas se le mettre sur le visage ou les cheveux. Hein. Il y a peu de chance. Donc, il va interroger son entourage. Est-ce que tu connais la marque secret de Loli? Est-ce que tu connais, tu en as déjà entendu parler, tu as déjà utilisé? Et en fait, j'ai eu de la chance parce qu'à chaque fois, les gens disaient « Mais ouais, ma fille, elle utilise. Ben oui, ma sœur, elle utilise. Ben oui, c'est ce qu'on utilise à la maison. » Des fois, ils avaient les produits dans leur salle de bain, ils s'en étaient même pas rendus compte. C'était devant eux, dans la douche. Rendez-vous bien compte de ça. J'ai rencontré des fonds d'investissement qui ont fini par me dire « Mais ouais, en fait, c'est ça le produit qui est dans la douche de ma femme. » Vous vous rendez compte comment ils ont les yeux fermés? Ne cherchez pas à les convertir, à les convaincre. C'est uniquement votre produit et les résultats. En fait, il faut prouver, c'est le proof of concept. Il faut prouver par les résultats que vous avez. Donc, vous avez soit énormément de satisfaction client, soit vous avez fait un test, vous êtes parti avec un budget, par exemple, de 10 000 €. Moi, j'avais fait ça à l'époque, 1 500 € investis. Je suis allée voir mon banquier et je lui ai dit, bah, regarde, avec 1 500, j'ai fait 7 000 €. Il y a un marché. Elle m'a regardé, elle n'a pas compris, la pauvre. Bon, bah, j'ai réutilisé les 7 000 et puis j'ai fait autre chose avec. Mais il faut bien se rendre compte qu'il y a soit les résultats par les chiffres, soit les résultats par la qualité du service ou du produit que vous avez. Merci beaucoup, Kelly, pour ce partage et pour votre présence aujourd'hui à Franchise Expo Paris. Je vous rappelle qu'elle est en séance de dédicace à la sortie de l'Agora jusqu'à 18 h. On vous souhaite une bonne fin de journée sur le salon. À très bientôt.